Tu en as marre de crier toute la journée, tu rêves de plus de coopération et de moins de conflits dans ton foyer, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le Décodeur pour Maman Dépassée, le podcast qui t'aide à retrouver de la légèreté dans ton quotidien de maman. Je suis Rachida, maman solo de 8 enfants, consultante en parentalité et passionnée de neurosciences. Et je crois profondément que l'on peut poser un cadre ferme dans son foyer avec beaucoup d'amour. Dans cette saison 2, on continue à décoder les crises et à remplacer les punitions par des alternatives qui marchent. Et je te partagerai aussi les histoires vraies des mamans que j'accompagne en coaching parentalité. Allez, installe-toi, on commence. Dans cet épisode bonus intitulé « Ce que les écrans font vraiment au cerveau de ton enfant et ce que personne ne te dit », nous verrons en quoi les écrans sont loin d'être une activité comme les autres, ce qui se passe réellement dans le cerveau de nos tout-petits et les dangers pour nos 6-10 ans. Nous verrons, pour finir, des solutions concrètes à appliquer dans nos foyers dès aujourd'hui. Bonne écoute! Bon, au moins, il est calme devant sa tablette. Et si cette phrase était en réalité une catastrophe silencieuse? Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du Décodeur pour Maman Dépassée, dans lequel nous allons parler des écrans et de nos enfants. J'ai beaucoup à dire, vraiment, j'ai beaucoup à dire. Imagine une seconde. Tu rentres chez toi un soir, ton enfant de 2 ans est devant sa tablette, il ne te regarde même pas, il ne te dit pas bonjour, même pas un « oh maman », il ne te tend pas les bras, il fixe son écran. Et toi, intérieurement, tu te dis « bon, au moins, il est au calme, je vais pouvoir préparer le repas tranquillement ». Et si je te disais que pendant ces 30 minutes de calme apparent, il se passe dans le cerveau de ton enfant quelque chose que personne ne t'a expliqué. Quelque chose qui peut, à terme, retarder son développement concernant le langage, abîmer sa capacité de concentration et même, dans certains cas, l'empêcher tout simplement de se développer normalement. Bon, je sais, c'est violent à entendre et je suis pas là pour te culpabiliser aujourd'hui. Bien au contraire, c'est l'objectif inverse que je veux avec cet épisode. Si nos enfants passent autant de temps devant les écrans, c'est parce que nous sommes dans un monde où ce dit écran est partout, tout le temps. Et on nous a vendu pendant des années l'idée qu'un bébé pouvait apprendre avec une tablette éducative. Écoute, sache que c'est faux et aujourd'hui, je veux que l'on détaille tout ça ensemble. Donc bienvenue dans le Décodeur pour Maman Dépassée. Moi c'est Rachida, tu me connais peut-être ou pas, coach parental, je suis maman solo de 8 enfants et dans cet épisode, on va décoder un sujet qui me tient profondément à cœur, à savoir l'impact réel des écrans sur nos enfants. On va parler des bébés jusqu'à l'adolescence, ok? Donc, comme je l'ai dit, je suis pas là pour te culpabiliser, tu me suis dans mon cheminement, let's go, installe-toi, on y va. Alors, pourquoi l'écran n'est pas une activité comme les autres ? Ça, c'est vraiment une grande question et une prise de conscience que je souhaite que tu aies en m'écoutant. Vraiment que tu retiennes qu'un écran, c'est pas un jouet comme les autres, c'est pas une activité comme les autres. On nous répète tout le temps qu'il faut arrêter de dramatiser, qu'à chaque nouvelle technologie, c'est pareil. Les parents ont super peur du changement et compagnie. Sauf que là, c'est différent et je vais t'expliquer pourquoi en 2 points super simples. Le premier point, c'est ce que j'appelle l'attention réflexe. C'est pas moi qui appelle ça comme ça, mais je trouvais que ça faisait stylé, d'amener ce truc comme ça. Donc, notre cerveau, depuis la naissance, il sait réagir au bruit, au mouvement, aux lumières qui clignotent. C'est ce qui va nous permettre de fuir en cas de danger. C'est l'attention du chasseur dans la forêt. Et cette attention-là, elle est involontaire. Elle ne demande aucun effort. Elle est là dès le premier jour de vie du bébé, l'instinct de survie et compagnie. Les écrans, et surtout les écrans distractifs, à savoir les dessins animés, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, ils stimulent exactement cette attention-là. Le bruit, le mouvement, les flashs lumineux, voilà pourquoi le cerveau de ton enfant est captivé. Mais captivé ne veut pas dire qu'il apprend. Captivé veut dire qu'il est capté par définition, comme une mouche là qui va être attirée par la lumière d'une lampe.
À l'inverse, il existe une autre attention qui s'appelle l'attention focalisée, celle qui va nous permettre de nous concentrer. Par exemple, quand on a un livre, un puzzle ou un enfant face à sa maîtresse en classe, cette attention-là, elle n'est pas innée, elle se construit. Eh bien, tu sais quoi? Entre les 6 mois et les 4 ans de ton enfant, il y a cette fenêtre où toi, parent, tu aides ton enfant à rester concentré. Il commence, je sais pas moi, à faire une tour de cube et boum, d'un seul coup, il a envie de faire autre chose. Tu lui dis, mais non, mais regarde, t'as pas fini ta tour. Allez, on rajoute le cube jaune. Allez, bravo, on continue. Tu es là pour l'aider. Donc, plus ton enfant passe du temps devant un écran, plus son cerveau s'entraîne à zapper. Et du coup, moins il est capable de se concentrer en classe. Voilà pourquoi les troubles de l'attention explosent aujourd'hui à l'école. Deuxième point, le plaisir sans effort. Aïe, 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 aïe. L'écran offre au cerveau humain ce qu'il adore. Du plaisir immédiat sans aucun effort. Les jeux vidéo, les likes, les petits cœurs, les petites musiques, les couleurs qui pétillent, à chaque interaction, ton cerveau fabrique de la dopamine, cette fameuse molécule du plaisir. Et le problème, c'est que le cerveau s'habitue. Il en fait toujours plus du coup pour ressentir voilà la même chose, donc beaucoup plus d'addiction aux écrans. C'est comme ça que l'on tombe dans ce genre d'excès. Donc pose-toi la question en toute honnêteté. Combien de fois par jour est-ce que toi, tu prends ton téléphone sans même t'en rendre compte? On reçoit, pardon, excusez-moi, en moyenne, allez, une notification toutes les 40 secondes. Bon, j'abuse, parce que bon, en réalité, j'ai pas de vraies statistiques qui sont miennes, parce que moi, j'ai viré toutes les notifs de mes téléphones, mais il semblerait que les statistiques parlent de 87% des Français qui déclarent ne plus pouvoir se passer de leur smartphone. Et il y a même un mot pour ça, on appelle ça la nomophobie. Ouais, la nomophobie, c'est ce stress-là, cette grande peur de ne plus avoir son smartphone dans les mains. Alors maintenant, mets-toi à la place de ton enfant de 4 ans dont le cerveau n'est pas du tout mature. Comment veux-tu qu'il s'autorégule alors que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on n'y arrive pas? C'est juste impossible. Donc là, c'est pas une éducation qu'il faut... Enfin, en gros, pour moi, il faut pas remettre l'éducation en cause. Ok, c'est pas de la faute des parents et tout ce qui s'ensuit. C'est une question de neurosciences. C'est comme ça, le cerveau fonctionne de cette manière. Donc, c'est à nous, adultes, d'accepter cette réalité et de nous adapter. Alors, pour les tout petits, 0-3 ans, qu'est-ce qui se passe vraiment à cet âge-là? Comment te dire? Pour moi, c'est là que les dégâts sont vraiment les plus invisibles, mais aussi les plus graves. Vraiment, il y a des chiffres qui font peur. J'ai lu une étude dans laquelle on disait qu'un enfant de moins de 2 ans passe aujourd'hui en moyenne 3 heures par jour devant un écran. Un enfant de maternelle. 3 heures, plus de 3 heures comme ça, 3h40 je crois en semaine, et ça pouvait aller jusque 6 heures le week-end. C'est un site qui s'appelle l'AAP, c'est un site américain avec des études de pédiatres américains et tout ça. Franchement, c'était flippant. 50 à 80% des familles vivent avec une télé allumée en permanence, même quand personne ne la regarde. Ça, j'y crois complètement, parce que chez moi, il n'y a pas de télé allumée. On allume la télé quand on regarde un reportage en commun ou une séance ciné en famille, mais le reste du temps, il n'y a pas de télé. Mais j'ai dans mon cadre familial grandi dans des contextes où effectivement la télé tournée 24/24, c'était un bruit de fond plus qu'autre chose. En quoi est-ce que c'est un problème? C'est un problème parce qu'un enfant de 0 à 3 ans a le cerveau qui crée jusqu'à 1000 nouvelles connexions cérébrales à la seconde à une seule condition, qu'il soit dans le vrai monde, le monde réel, avec des interactions avec les adultes. Et il y a Rachel Barr, qui est une chercheuse américaine, qui a fait une expérience qui est, à mes yeux, franchement géniale. Elle a pris 2 groupes d'enfants de 2 ans. Le premier groupe regardait à travers une fenêtre une dame qui cachait un doudou sous un canapé. Et le deuxième groupe voyait exactement la même scène, mais sur un écran. Et résultat, tous les enfants ont vu la scène, ont vu la même image, vous voyez, mais ceux qui ont vu la scène par la fenêtre ont retrouvé le doudou, mais ceux qui regardaient la vidéo par l'écran, seulement la moitié
réussissez à retrouver ce fameux doudou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant 3 ans, ton bébé ne comprend pas ce qu'il voit à travers un écran parce que son cerveau est immature. Pour lui, c'est du bruit, des lumières, du mouvement. C'est comme si on te mettait toi, je sais pas, dans une boîte de nuit, allez hop, bloum bloum bloum, ça bouge dans tous les sens. Bref, tu vois, il y a aucune sensation d'apprentissage face à tous ces stimuli-là. Alors, quand on te dit, oui, tablette baby, je sais pas quoi, à partir de 9 mois, ou les YouTube Kids, là, où les vidéos s'enchaînent pendant 3 heures et tout, franchement, non. Ton enfant n'apprend pas, il va être capté, et pendant ce temps-là, il ne crée pas les bonnes connexions cérébrales. Ce qui est pire selon moi, c'est que quand l'enfant passe ses journées devant un écran, on va dire, allez, on va parler d'un petit de 18 mois, il va faire ce que l'on appelle un élagage synaptique. Qu'est-ce que c'est qu'un élagage synaptique? Eh bien, en fait, il garde les connexions les plus utilisées et il supprime les autres. Donc, si ton enfant passe 4 heures devant un écran et 1 heure à interagir avec toi, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Il va garder des mauvaises connexions, celles qui sont liées justement au fait d'être végétatif devant l'écran, et il va perdre les bonnes, celles des interactions sociales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des médecins dans le monde entier qui décrivent ce que l'on appelle... Alors attendez, vous savez quoi? Je viens de me rappeler de ce truc-là, j'espère ne pas dire de bêtises, c'est un syndrome qu'ils ont appelé le syndrome épée. Épée comme une épée qui tranche, là, E-P-E-E. Et je vais regarder même tout de suite ce que ça veut dire. Voilà, ça c'est condition du direct. Je vous dis toujours que j'ai quelques petits points à aborder dans ces épisodes de podcast, mais qu'en réalité tout vient de façon plutôt naturelle. Donc voilà, vous voyez, ça c'est condition du direct. Je ne ferai pas de montage. Je suis là pour être transparente avec vous. Alors qu'est-ce que c'est que ce syndrome épée? Voilà, c'est exposition précoce et excessive aux écrans. Donc on en arrive à en mettre un mot tellement c'est dramatique. Donc des enfants de 2-3 ans qui présentent parfois des mêmes symptômes que l'autisme, à savoir regard, ça ressemble, mais non, retard de langage vraiment massif, pas de contact visuel avec les autres, des gestes répétitifs, de l'isolement, sauf que ce n'est pas de l'autisme, c'est une surexposition aux écrans. Donc la bonne nouvelle, j'irais même l'énorme bonne nouvelle, c'est que quand on retire les écrans, ces enfants reviennent à la normale, ils parlent, ils jouent, il y a une vraie désintoxication qui fait qu'ils vont réussir à regarder les autres dans les yeux, parce que à cet âge-là, l'enfant est... il y a une plasticité cérébrale qui est incroyable, donc là on peut réparer tout ça. Encore faut-il tomber face à des professionnels qui sont formés à ça, et malheureusement il y en a peu. Donc moi je dirais que 0-3 ans, euh, pas d'écran, hein. Vraiment, hein. L'idéal serait pas d'écran avant 3 ans, et je dirais même, en vrai, pas avant 6 ans. Avant 3 ans, c'est à bannir de fond, et dans l'idéal, pousser jusqu'aux 6 ans. Alors je sais que ça peut être énorme dit comme ça, hein, mais en réalité, à cet âge-là, il n'y a aucun écran qui est vraiment utile au développement de l'enfant. Et ok, d'accord, j'entends hein, que notre smartphone, on lui donne parce que, bah voilà, il est très énervé, et puis, je sais pas, il ne laisse pas lui changer la couche, ou ceci ou cela, donc ça part d'un bon sentiment en tant que maman. Mais en réalité, ça facilite l'action à l'instant T pour finalement avoir des répercussions négatives sur le long terme. Donc bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc oui, la télé allumée, en fond sonore, on oublie, lui donner ce smartphone quand il est trop agité, voilà, c'est pas spécialement la bonne chose. Et quand toi, tu as une interaction avec ton enfant et que tu coupes cette interaction parce que tu as reçu une notification sur ton téléphone, eh bien sache que tu coupes le lien que tu es en train de lui créer. Voilà, c'est un peu comme des interférences. Mais d'ailleurs, on appelle ça la technoférence, si je dis pas de bêtises. Ouais, il faudrait que j'aille vérifier cette info, ou je t'invite même toi à aller regarder cette info et à me dire en commentaire si c'est bien ça. Mais voilà, c'est un peu les interférences qu'il y a dans les relations sociales qu'on appelle la technoférence. Et voilà, il y a plusieurs études hein, qui montrent aujourd'hui que vraiment, hein, c'est terrible, 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 terrible d'en arriver à voir qu'un enfant perd en fait des interactions qui sont censées être essentiel pour son développement, donc avec ses parents et compagnie,
parce que bah voilà quoi, le parent répond à un SMS ou ceci ou cela. Donc voilà ce que j'ai à dire pour les tout petits. Donc pas du tout d'écran en 3 ans et on essaye d'éviter même jusqu'à 6 ans, si possible. Ensuite, comment ça se passe pour les 6-18 ans? Allez hop, 6-18 ans, gros problème. On va parler des plus grands parce que bah voilà, là, le terrain de jeu, c'est plus du tout le même et les dangers non plus. Je sais qu'en France, l'âge moyen du premier smartphone, c'est entre 8 et 11 ans. Je trouve déjà ça fou, hein, vraiment, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. L'âge moyen de la première connexion aux réseaux sociaux, c'est 8 ans et demi. Un collégien peut passer jusqu'à 8 heures par jour devant un écran, un lycéen 10 heures. Waouh, qu'est-ce qu'ils font sur ces écrans? Bon, on va essayer d'éviter, comment dire? De mettre, des paillettes pour rendre le truc moins dramatique. Voilà, on va essayer d'être, franche et directe, hein, entre toi et moi, parce que vraiment je pense qu'il y a beaucoup de mamans, qui m'écoutent là, qui sous-estiment vraiment ce qui se passe, hein, dans la chambre de leurs ados. Parlons déjà du sommeil. Un ado sur 2 dort moins de 7 heures par nuit parce qu'il a son téléphone dans sa chambre, alors qu'à cet âge-là, il devrait dormir entre 9 heures et 10 heures. C'est une folie et ils ont c'est un écran, hein, de façon générale, hein. Ça peut être la tablette, ça peut être le téléphone, ça peut être, la télé, mais c'est une folie. Il y a 31% de ces ados, qui ont accès en tout cas, à leur téléphone ou à leur tablette, qui disent se réveiller la nuit pour voir les notifications. Et un cerveau qui ne dort pas, c'est un cerveau qui ne va pas mémoriser, qui va pas se concentrer, qui va pas réussir à gérer ses émotions et qui va du coup impacter et sa santé mentale et toute la vie de famille derrière. Donc oui, parlons de la santé mentale justement, parce que là franchement il faut s'accrocher. Il y a des chiffres qui font vraiment peur, hein. On parle quand même de taux de suicide qui ont doublé chez les jeunes femmes de moins de 25 ans entre 2015 et 2022. Donc en 7 ans, moins d'une décennie pour que le taux double. Les automutilations chez les ados, chez les 15-19 ans, on a une augmentation de 46% entre 2016 et 2023. Un enfant français sur 5 a des troubles psychiques aujourd'hui. 1 sur 5, c'est quand même une folie. La santé mentale, c'est devenu le premier problème de santé chez les jeunes au niveau mondial. C'est même pas que chez nous, en tout cas en France, mais dites-vous que chez Amnesty International, euh, il y avait eu, comment vous expliquer, une enquête. Vous voyez, parce que les réseaux sociaux jouent un rôle majeur, hein, dans cette crise, et notamment TikTok, hein. Vraiment, TikTok, c'est une catastrophe. Et Amnesty International a créé des faux comptes d'ados de 13 ans. euh, et franchement, ils ont vu qu'au bout de 12 minutes seulement, plus de la moitié des vidéos proposées par l'algorithme parlaient d'anxiété, de dépression, d'automutilation, de suicide. Et au bout de 5 heures, une vidéo sur 2 était toxique. Et franchement, c'est terrible de voir que on peut, sans s'en rendre compte, laisser en fait cette bombe dans les mains de nos enfants. Donc voilà, ne parlons pas de tout ce qui est à côté, à savoir cyberharcèlement qui touche un élève sur 4 dans les écoles françaises, la pornographie. Enfin, vous vous rendez pas compte des statistiques autour de la pornographie. 40% des enfants accèdent à la pornographie dès l'âge de 9 ans. Les challenges TikTok là qui sont super dangereux, l'hypersexualisation des petites filles qui se maquillent comme des influenceuses là, 8-9 ans. Ouais, alors c'est dur à entendre, mais on ne peut pas protéger nos enfants de ce que l'on ne nomme pas. Donc, c'était l'objectif de ce podcast, de mettre un petit peu les pieds dans le plat. C'est une réalité qui est dangereuse pour nos enfants. Ok, c'est bien. On a fait comment dire, le schéma catastrophique. Maintenant, on fait quoi concrètement? Ben, on va respirer. Parce que comme j'ai dit, je suis pas là pour te plomber, hein, vraiment. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions concrètes, hein, qui sont applicables dans tous les foyers. Alors, ok, on peut pas tout révolutionner du jour au lendemain et tout ça dans son foyer. Par contre, ce que je peux te conseiller, c'est de te renseigner sur la méthode de Sabine Duflo, qui s'appelle la méthode en 4 pas. C'est une psychologue française qui a beaucoup travaillé sur le sujet, et c'est assez simple. C'est pas numéro 1, c'est pas d'écran le matin, pas numéro 2, pas d'écran pendant les repas, pas numéro 3, pas d'écran avant de dormir, et pas numéro 4, pardon, pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Et franchement, c'est
dit comme ça peut paraître simpliste, mais vraiment, 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 mis bout à bout, ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai un programme qui s'appelle Bouge tes écrans, dans lequel, pardon, j'aide les mamans à mettre en place une vraie stratégie hein, autour des écrans pour limiter la casse, mais en même temps donner le positif, parce qu'on vit quand même dans un monde où oh, j'entendais du bruit. En fait, vous savez, là, il fait chaud, la fenêtre est ouverte et il y a quelqu'un qui a crié dehors, j'ai eu peur. Mais ça a juste résonné, c'était de l'écho. Donc je disais, mais on ne peut pas non plus isoler nos enfants parce qu'il y a énormément de positifs quand même à côté de ça. Il y a des enfants qui deviennent des génies de la programmation très jeunes parce que des parents les ont initiés à ça. Voilà, les jeux vidéo, ok, ça peut être une distraction si c'est quelque chose qui est cadré. Il faut pas tout mettre à la poubelle. Je suis moi-même une grande fan de Red Dead Redemption 2. Donc, je sais, vous voyez, on essaie, selon moi, quand on est une maman qui veut amener cette dynamique de fermeté et de bienveillance à la maison, de jauger les choses. Ok, il y a des dangers, mais à côté de ça, il y a du positif. Donc, je mets à la maison un contexte dans lequel mon enfant peut évoluer en étant protégé de ça, tout en réussissant à garder le positif. C'est un petit peu la balance. Donc, je mets en place avec ces mamans-là ce que j'appelle une charte familiale avec des règles claires qui sont fixées pour que l'on puisse garder ce contrôle-là, parce que là, c'est nécessaire pour vraiment préserver nos enfants. Voilà, il y a des plannings hebdomadaires, des temps en famille et compagnie. On met en place comment dire, des étapes progressives pour que l'enfant puisse avoir accès à un smartphone quand on estime que cet enfant est assez autonome pour ça. D'ailleurs, en parlant de smartphone, vous savez que vous n'êtes pas obligé de donner un smartphone à vos enfants. Vous voyez, s'il a besoin juste d'être appelé parce que la vie fait que il doit être joignable et tout ce qui s'ensuit, il existe des téléphones qui ne permettent que d'appeler ou d'envoyer des SMS. Si vos enfants veulent quand même avoir dans les mains un truc qui est un petit peu plus stylé que ces petits téléphones-là et compagnie, bah, il y a des faux smartphones. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a un site qui s'appelle c'est The Phone, enfin The avec le THE anglais, ok, j'ai pas fait l'accent correctement, The Phone, ok, qui est ce qu'on appelle un dumb phone. Donc c'est un téléphone qui va avoir cette apparence de smartphone, mais qui aura vraiment juste les fonctionnalités de base. Donc voilà, dites-vous que vous n'êtes pas seul, vraiment, 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 c'est un sujet vraiment qui est là dans tous les foyers, c'est un sujet de société, donc gardez ça en tête, vraiment, les écrans en général, on essaye de minimiser, si vraiment à partir de 6 ans, vous voulez commencer à les y amener, mais vraiment pas plus d'1 heure par jour et seulement le week-end, vous voyez, avec des contenus adaptés à leur âge, donc les laissez pas regarder Squid Game à 8 ans, je dis ça parce que j'ai déjà entendu ça, que des enfants de 8-9 ans avaient vu Squid Game parce que le grand frère et la grande sœur regardaient. Donc voilà, on joue pas à Fortnite avant au moins 12 ans, dans un cadre clair. On ne met pas GTA 5 ou 6, parce qu'on attend GTA 6. Mais moi j'ai le droit, parce que j'ai plus de 18 ans. Donc oui, j'ai le droit d'attendre la sortie de GTA 6, mais pas un enfant qui a 14 ans. Et là, c'est notre rôle de parents, c'est notre droit de poser des limites par rapport à ça pour leur bien-être. Donc je veux qu'on se quitte sur quelque chose d'important. Si tu écoutes cet épisode et que tu te dis oh là là, mais moi je suis une mauvaise maman, mes enfants sont tout le temps dans les écrans, stop. Ok, c'est pas de ta faute, tu vis dans un monde construit pour rendre tes enfants et toi-même accro à tout ça. Il y a des entreprises hein, qui payent et qui payent des sommes phénoménales en pub et qui pèsent des milliards de dollars pour capter notre attention et celle de nos enfants. Donc voilà, tu te bats pas contre toi-même, tu te bats contre une industrie qui est gigantesque. Et le simple fait que tu sois en train de m'écouter aujourd'hui, bah, c'est déjà un acte de résistance d'une certaine manière, c'est une preuve même d'amour, je dirais, pour tes enfants. Donc voilà. Ce que je te propose, c'est de ne pas chercher à tout changer d'un coup, un pas après l'autre, on pose quelque chose, un petit changement pendant une semaine, et on voit si ça fonctionne ou pas. Bref, vraiment, je veux que tu te rendes compte que
lorsque tu fais ce changement et que tu arrives à certain équilibre dans ton foyer, et je le vis avec les mamans que j'accompagne, les enfants retiennent derrière que ils ont passé un dimanche matin super cool avec maman à faire un puzzle. Et voilà, c'est ce que nos enfants vont garder. Ils vont pas garder tous ces souvenirs liés aux écrans, mais ils vont plus garder ces moments passés ensemble, le regard, la voix, le ton, l'odeur de leur maman, le temps que tu as passé vraiment avec eux en étant présente pour de vrai. Et vraiment ça, il n'y a jamais aucun écran qui ne pourra jamais te remplacer. Vraiment. Donc si cet épisode t'a parlé, ou si t'a remué, si t'a donné envie de changer une petite chose peut-être dans ta maison, écoute, tu me fais un petit cadeau. Je veux vraiment alors déjà tu t'abonnes là au décodeur pour maman dépassée, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Parce que voilà, ça va énormément aider le podcast à atteindre d'autres mamans qui ont besoin d'entendre ce genre de conseils. Et tu viens me retrouver sur Instagram. On peut continuer la conversation là-bas. Tu m'envoies un petit message privé pour m'expliquer ce que tu as retenu, en tout cas ce qui t'a le plus marqué dans cet épisode du podcast. Tu n'es pas seule, je le dis tout le temps, vraiment, je reçois tous les jours des messages de mamans qui ont l'impression d'être dépassées et certaines, grâce à des petits changements qu'elles mettent en place, arrivent à un nouvel équilibre. Donc vraiment, prends soin de toi, prends soin de tes enfants et n'oublie pas que la seule personne avec qui tu es persuadé de passer la totalité de ton existence, c'est toi-même. Donc tu te préserves parce que personne d'autre peut le faire mieux que toi. Et vraiment, dis-toi que parfois c'est là où il n'y a pas de Wi-Fi qu'on se connecte le mieux les uns aux autres. Allez, à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!